Moi, c'est Dieudonné Tchacha, docteur en informatique, spécialiste en intelligence artificielle. J'ai travaillé pendant 5 ans pour le ministère de la Défense à Brest, où j'ai donné cours aux officiers de la marine de 2010 à 2015. En 2015-2017, j'étais chez Docapos comme ingénieur RD. De 2018 en 2021, j'étais à la BNP, où j'ai travaillé uniquement pour le monitoring applicatif des incidents de sécurité. Et puis en 2021-2022, j'étais à la BPCE, où j'ai travaillé pour aider les équipes de cybersécurité aussi à mettre en place des outils pour protéger les failles de sécurité. Et depuis 2022, je suis chez STET pour monitorer les transactions bancaires. Donc, et puis je m'intéresse beaucoup à l'IA depuis près de 15 ans aujourd'hui, avant que ça ne prenne cette ampleur-là. Merci déjà de me donner l'opportunité de présenter un peu une partie de mes travaux et puis une partie aussi des travaux croisés avec l'IA générative. On ne peut pas commencer ce travail sans parler de la notion de l'intelligence parce que c'est une question qui revient toujours. C'est depuis des années que ça pose problème, la définition de l'intelligence, parce que on va arriver toujours à dire est-ce qu'un objet est intelligent, est-ce qu'il y a l'intelligence artificielle, c'est vraiment de l'intelligence, donc c'est des questions qui ont posé des problèmes aux chercheurs depuis les années 40. Donc, comme vous l'avez vu, cette définition a été proposée déjà depuis les années 90 dans le dictionnaire Sinclair, comme une personne intelligente, c'est une personne qui peut comprendre, qui peut entendre. Mais plus tard, ils ont modifié encore cette définition en disant que non, c'est quelqu'un qui peut avoir la faculté de penser et de comprendre. Bon, là, ce n'est plus une faculté intuitive. Et de cette définition-là, on s'est dit, bon, peut-on dire alors qu'un objet doit être intelligent si uniquement l'intelligence, c'est penser et de comprendre? Est-ce qu'on peut dire que uniquement les objets peuvent être intelligents? Et là, il y a les travaux de Nieczewski en 2005. Et il parvient à montrer que vraiment les objets peuvent aussi être intelligents, que la pensée, ce n'est pas seulement un concept humain, que les seuls êtres qui peuvent penser ne sont pas uniquement les êtres humains. Plus tard, je vais vous montrer pourquoi ce n'est pas seulement les humains qui peuvent penser. Donc là, il définit la notion de pensée comme toute entité qui devra avoir un composant pour comprendre, résoudre des problèmes et prendre des décisions. Et plus tard encore, il améliore sa définition en disant que c'est la capacité d'apprendre. Là, quand il met la capacité d'apprendre, il ajoute d'autres informations. Par exemple, il y a l'apprentissage qui arrive dessus. Donc, ce n'est pas simplement parce qu'on devait avoir un composant pour comprendre qu'on est intelligent, mais il y a la capacité d'apprendre, comprendre, résoudre des problèmes et prendre des décisions. De cette définition de la capacité d'apprendre, c'est là où on comprend que la faculté humaine qui a uniquement un cerveau, c'est plus le seul être à pouvoir penser. L'un des principaux chercheurs qui a beaucoup travaillé, McCarthy, j'ai eu à discuter avec lui quand il était encore au MIT, quand j'écrivais ma thèse. C'est lui le père fondateur de l'IA. Beaucoup ne savent pas. La définition du mot IA vient de lui. C'est lui qui a écrit les premiers langages de programmation qu'on appelle Lisp et Fortran. C'est un grand contributeur pour ceux qui peuvent aller voir ses articles. Il a beaucoup travaillé sur la résolution des problèmes. C'était un très grand chercheur. Il est décédé récemment, mais j'ai eu la chance de l'écrire. On a eu à discuter quand il était encore au MIT. Donc pour lui, l'intelligence implique la capacité d'apprendre, de comprendre, de résoudre les problèmes, de prendre des décisions. Donc là, il parvient à démontrer que c'est une possibilité qu'on peut aussi associer aux objets. Donc aux objets, c'est pour ça qu'il a travaillé beaucoup sur les logiciels. C'était son objectif d'écrire des logiciels qui peuvent résoudre des problèmes, apprendre des problèmes et prendre des décisions. À partir de là, il a montré que oui, les objets peuvent être vraiment intelligents. L'intelligence aussi, pour nous les informaticiens, depuis le début, il y avait cette compétition entre certains chercheurs qui disaient que non, une machine ne peut pas être intelligente. D'autres disaient, ouais, non, ça, on ne peut pas arriver à cette définition. Donc, c'était un défi déjà de construire l'ordinateur pour montrer qu'un objet peut être intelligent. Ce n'est pas uniquement l'être humain. C'est ça qui a permis beaucoup de travaux sur le développement des logiciels, le développement des ordinateurs jusqu'à aujourd'hui. Donc, les travaux visaient à construire des machines intelligentes via des programmes informatiques. Et certains chercheurs aussi se sont mis à comprendre l'intelligence humaine et pour chercher à essayer
de simuler l'intelligence humaine, pouvoir les transférer à ces objets, à ces machines intelligentes. Donc, pour montrer que l'homme n'est pas le seul être humain intelligent, on s'est intéressé par exemple à l'intelligence computationnelle. Lorsqu'on parle d'intelligence computationnelle, ce n'est plus seulement la composante des pensées, c'est une stratégie. C'est les êtres qui se mettent, qui développent une stratégie pour résoudre un problème. Dès là, quand on parle de stratégie, ce n'est pas l'homme le seul être qui a une stratégie à résoudre des problèmes. Là, par exemple, les fourmis, pour trouver de quoi manger, ils développent des stratégies pour aller chercher de quoi manger. Il y a aussi les abeilles, par exemple, pour protéger la reine, pour construire le nid d'abeilles. Ils écrivent un truc qui m'a beaucoup menacé en thèse, ce qu'on appelle le maillage hexagonal. Cette géométrie est assez complexe. Quand tu te mets à vouloir écrire cette géométrie, à pouvoir le générer, tu te dis, ah, c'est tellement uniforme que tu te dis, mais c'est pas normal qu'on pense qu'il n'y a pas l'être humain le seul être intelligent. Parce que quand on voit l'architecture des nids d'abeilles qu'on appelle le maillage hexagonal, qui est beaucoup utilisé aujourd'hui pour mailler par exemple l'espace, pour tout ce qui est autour de la navigation, parce qu'on a démontré que c'est l'une des structures géométriques assez denses et qui permet de géolocaliser les points, les GPS facilement. Donc c'est ça aussi, de cette intelligence computationnelle, qu'on a pu montrer aussi que l'être humain n'est plus le seul être intelligent, parce que même les animaux peuvent être intelligents. Et par conséquent aussi, on va aussi découler la notion de l'intelligence artificielle. Pour nous, l'intelligence dont on va développer deux problèmes. L'intelligence artificielle, à l'époque, c'était pour dire simplement construisons des machines intelligentes comme des humains. Et l'intelligence computationnelle, comme je l'ai dit, c'était de développer des stratégies. Donc on s'est dit, bon, pour résoudre un problème, je vais développer une stratégie. Je vais faire ce qu'on appelle aussi des heuristiques. Donc, pour répondre à un problème, tu vas te donner des objectifs, tu vas te donner des contraintes, et puis tu vas construire ton cheminement et pour aboutir à ce problème. Donc, on a montré que pour développer toute cette stratégie-là, ce n'est pas uniquement l'homme qui sait le faire. Il y a des objets qui savent le faire, il y a d'autres êtres vivants, comme des fourmis, comme des abeilles, comme l'araignée même, pour construire toute sa chaîne. Elle développe des stratégies pour piéger même certains proies, ils développent des stratégies. Là, l'être humain n'est plus le seul être qui est intelligent, donc les objets et les animaux aussi peuvent être intelligents. Donc, globalement, les premiers travaux pour construire les systèmes intelligents, il y avait deux grands groupes de chercheurs. D'un côté, ceux qui pensaient à l'intelligence artificielle, de l'autre côté, ceux qui pensaient à l'intelligence computationnelle. Mais plus tard, après les systèmes embarqués, ça a beaucoup évolué, les systèmes embarqués, et ça n'a plus beaucoup évolué depuis près de 20 ans. Les systèmes embarqués sont restés, pas beaucoup de travaux dessus. Du côté des logiciels calculatoires, qui est de l'intelligence computationnelle, a beaucoup évolué. La logique flow. La logique flow, c'est simplement une logique pour montrer que tout n'est pas binaire. Dans la vie, tout n'est pas binaire. Il y a une partie qui est flow. Ce n'est pas toujours vrai ou faux. Et c'est là où on a développé la logique binaire. Les algorithmes génétiques se sont inspirés de la stratégie des fourmis. Et aujourd'hui, les réseaux de neurones qui se sont intéressés du comportement humain qui a permis à construire l'IA générative. Donc, c'est le côté de l'intelligence computationnelle qui a beaucoup évolué parce qu'il y a eu beaucoup de travaux sur le développement des logiciels, sur les supercalculateurs, sur le développement des machines, sur la masse de données. Ça a fait évoluer beaucoup l'intelligence computationnelle par rapport à l'intelligence artificielle. Mais finalement, on a tout englobé ça dans l'intelligence artificielle. Et on s'est dit, bon, tout, finalement, c'est de l'intelligence artificielle. Mais au départ, ce n'était pas uniquement de l'intelligence artificielle. Donc, globalement, il y a deux thématiques qu'on appelle généralement pour l'intelligence artificielle. Il y a la partie où on étudie les machines pensant et réagissent comme les êtres humains. Et il y a une autre partie, ceux qui essaient qui se concentrent sur la compréhension du comportement humain. Voilà les deux grandes thématiques qu'on développe beaucoup autour de l'IA. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'IA n'a pas commencé en 2022, c'est depuis 1940, début de l'IA. L'objectif était de prouver que l'ordinateur était intelligent parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les philosophes ils disaient que le seul être qui peut être intelligent ne peut qu'être l'homme. Mais là, il y a eu beaucoup de travaux pour aboutir que des objets peuvent être intelligents, donc, où ils ont construit les premiers ordinateurs pour montrer que les objets pouvaient aussi être intelligents. Donc, depuis 1950 aussi, les travaux sur la machine de Turing ont bouleversé carrément
tous les concepts sur la notion de l'intelligence et qu'on pouvait transférer les compétences d'un humain à un objet et résoudre de l'intelligence artificielle. Et depuis 20 ans, il y a beaucoup de travaux qui ont émergé sur le machine learning. On parle beaucoup de data science, on parle beaucoup du traitement automatique des langages, on parle des chatbots. Il y a beaucoup de domaines comme ça qui se sont inspirés de l'IA pour construire des cas d'usage qui peuvent être utilisés par les humains. Je veux un peu montrer ici, j'ai essayé de demander à ChatGPT, essaie de me construire ton réseau de neurones. À gauche, ça c'est le réseau de neurones de ChatGPT. À droite, c'est le cerveau humain. Pour construire ce qu'on a appelé ChatGPT, ils se sont basés sur le réseau de neurones. Le réseau de neurones, on a essayé de modéliser le système, le cerveau humain pour construire ce réseau de neurones. On se rend compte qu'à partir de 100 connexions, lorsqu'on regarde, ils sont pratiquement similaires. Ça veut dire qu'une grande partie du cerveau humain est faite par l'apprentissage. Et si on part, comme ils ont fait, il le dit, ils ont fait plus de 1 milliard de connexions. Franchement, ils ont atteint ou dépassé certains éléments du cerveau humain, en fait. Donc, ça, partant des techniques d'apprentissage, pour moi, aujourd'hui, penser que le cerveau humain est l'un des composants les plus puissants dans l'apprentissage et dans la résolution de problèmes basés sur le langage, je pense que c'est dépassé. Aujourd'hui, avec ce qu'ils ont fait, avec des milliards de connexions qu'ils ont construites, aujourd'hui, je pense qu'ils ont largement dépassé l'apprentissage basé sur le langage des êtres humains. Donc, sur Google, sur GitHub, ils ont déjà, la plupart des groupes de recherche développent des outils autour de ces IA génératives-là. Il y a beaucoup des applications qu'on peut télécharger. La plupart sont open source. Ils ont fait énormément de choses dessus. Pour moi, je pense que cette façon de travailler, je suis sûr qu'ils vont... Toutes les applications qui se greffent dessus seront dépassées parce qu'ils vont les développer rapidement. Parce qu'on a l'impression que l'OpenAI a commencé aujourd'hui. C'est depuis 2012 que les travaux ont commencé. Et ils ont écrit près de 300 articles scientifiques. Donc aujourd'hui, ils ne font que seulement sortir ce qu'on appelle les cas d'études des articles scientifiques qu'ils ont déjà eu à emmagasiner. Donc la plupart des projets qui se greffent dessus, c'est des choses qu'ils ont déjà eu à penser. Parce que c'est depuis 2012 que ce comité de chercheurs et d'ingénieurs se sont mis pour développer OpenAI. Donc il y a beaucoup de travaux de recherche. Bon, dernièrement, sur leur blog, ils ont retiré beaucoup de travaux de recherche. Mais par contre, sur le site de MIT, on les trouve parce que quand tu es chercheur, tu dois publier tes travaux de recherche et tu ne dois plus jamais les supprimer. Mais par contre, sur leur blog, ils les ont tous enlevés. Donc, le cas d'étude que je devais présenter aujourd'hui, c'était sur la recherche des prospects qualifiés. Je ne sais pas comment je vais faire la démo, mais globalement, j'ai pu demander à ChatGPT de me générer les informations nécessaires pour construire un prospect qualifié. J'ai travaillé en fait, comme j'ai dit, que c'est l'intelligence computationnelle, donc tu vas l'amener à comprendre ton besoin, tes objectifs, tes heuristiques, pour t'apporter les solutions que tu as besoin. Donc, il faut savoir l'entraîner, en fait. Il faut savoir entraîner cet outil. Donc, et j'ai essayé d'entraîner cet outil pour qu'il me génère les prospects et qu'il me définisse correctement qu'est-ce qu'un prospect qualifié. Il me crée une base de données et j'analyse ces données. Et chaque matin, je lui demande, donne-moi les 10 prospects les plus qualifiés de cette journée. Il me sort ces 10 prospects les plus qualifiés. Donc, c'est possible. Et puis, tu peux lui demander que j'ai besoin sur 1000 entrées, 10 000 entrées. Tu peux lui demander que je veux uniquement les prospects de Réel Ma Maison. Il te le fait. Donc, il a tellement emmagasiné de la connexion qu'il est vraiment assez puissant. Vraiment assez puissant. Mais par contre, ce que je crains aujourd'hui, c'est la fusion des données personnelles. Je ne vous encourage pas d'aller mettre vos données personnelles dessus. Par exemple, les assureurs, c'est des données personnelles qu'il ne faut pas charger dessus pour pouvoir analyser. Je pense qu'il faut plutôt avoir d'autres outils à côté pour aller surcharger les données que vous avez et les analyser. Si on pouvait faire la démo, je pouvais vous montrer. Bon, je vais continuer par la conclusion. Donc, l'IA générative apporte plusieurs outils et plusieurs données qui permettent d'optimiser notre travail. Sincèrement, le travail aujourd'hui ne doit plus être des tâches. Les tâches ennuyeuses là vont disparaître.
Parfois, simplement prendre un fichier Excel et dire que nom tel, prénom tel, machin, c'est difficile pour tout le monde. Il suffit que tu le parles, qu'à l'entrée 2, mets-moi le nom tel, à l'entrée 3, à l'entrée 4, à l'entrée 5, vocalement tu le parles, il gère les entrées. Comme je l'ai fait, comme je vais vous montrer, je peux lui demander que ajoute-moi tel utilisateur à telle entrée et tout, il ajoute. En produisant les résultats intéressants avec peu de moyens, vous pouvez construire vous-même aujourd'hui vos graphes. Comme je l'ai fait avec des outils que j'appelle Elasticsearch. Vous construisez vos graphes et avec vos graphes, vous pouvez mettre des alertes. Si par exemple, vous vous rendez compte qu'il y a une entreprise que son chiffre d'affaires baisse, vous insérez les alertes, ils vous signalent que là, c'est une entreprise que son chiffre d'affaires est en train de baisser. Voilà, il t'envoie un mail, un truc comme ça, tu reçois le mail et tu prends ta décision. Donc, il apporte beaucoup de résultats intéressants avec peu de moyens. Et il rend le travail plus efficace avec un gain considérable de temps de travail. Franchement, il y a une partie même de la présentation que c'est lui qui m'a aidé à faire parce que tu envoies une séquence d'informations et tu lui dis consume-moi les slides et tu t'es généré les slides correctement. Et puis toi, puisque tu as déjà cette faculté, tu es déjà un expert, il y a des tâches redondantes que tu ne dois plus faire et tu vas juste supprimer les trucs qu'il a ajoutés qui ne sont pas intéressants et puis tu fais rapidement ton boulot. Donc en perspective, ce que je pense que ça sera beaucoup plus terrible quand ils vont le produire, c'est quand ils vont intégrer la perception, l'émotion, la science et l'affordance. Je pense que là on va atteindre la partie des robots autonomes qui parviennent à se déplacer et prendre des décisions. Juste une chose, vous pouvez expliquer les termes de la science et affordance la science, c'est le fait de voir un objet et de prendre une décision sur cet objet. Par exemple, je veux venir ici à Royal Barbizon, vous me dites seulement le restaurant tel. Ça, c'est un objet saillant par rapport aux utilisateurs qui sont autour. Et l'affordance, c'est le fait de voir un objet et se déplacer. C'est beaucoup des travaux de Gibson. Gibson, c'est un chercheur philosophe qui a beaucoup travaillé sur ces notions-là. C'est d'apprendre autour de toi et prendre une décision, je passe à gauche ou je passe à droite. Ça, ce sont des notions liées à l'affordance. Si on parvient à intégrer ça, là, ils auront construit. Parce que moi, ce que je pense, plus tard, puisque je vous ai montré tout à l'heure, le ChatGPT, c'est un réseau de neurones. Ce réseau de neurones, c'est un graphe de terrain. En réalité, il ne se calcule pas tous les jours. Une fois qu'on a entraîné le modèle, c'est maintenant les parcours sur les chemins d'un graphe. Parce que certains me disent, il est hyper rapide. Non, il a déjà été calculé. À chaque fois, c'est le chemin d'un graphe qui cherche. À chaque fois que le chemin d'un graphe qui cherche. Et maintenant, quand ils se disent, la nuit, on va essayer d'intégrer d'autres données, c'est là où ils calculent. Mais à l'état initial, il a déjà été calculé, il est là. Moi, je pense que si on parvient à générer ce graphe, on pourra générer les entités autonomes qui intègrent ce graphe. Donc, on pourra générer les robots autonomes qui peuvent se déplacer sur des environnements et prendre des décisions, comme le schéma que j'ai montré là. Parce que chaque robot sera un composant de ChatGPT autonome. Il n'aura plus une base où c'est quelqu'un qui l'entraîne. Il pourra lui-même s'entraîner et prendre des décisions en fonction de ce qu'il arrive. Et la singularité, alors, elle est pour quand? Je ne sais pas encore, franchement, je ne sais pas. Donc, c'est là où je finis ma présentation et merci. Merci beaucoup. Merci.